Bien, sans plus attendre, nous allons commencer cette session. Donc, elle est consacrée aux troubles neurodéveloppementaux dans les addictions. C'est inhabituel. Moi, je m'abstiens de participer aux sessions scientifiques dans un congrès que j'organise. Je fais toujours une exception quand il s'agit de retrouver l'organisation aussi de la pathologie duel et quand j'ai l'occasion de retrouver mon ami et mentor Miguel Casas, professeur Miguel Casas de Barcelone, qui va vous donner quelques précisions sur le contenu de cette session. Miguel. Bonjour, merci beaucoup Jean-Pierre. Bonjour Ariane, encore. En 2 minutes, je vais faire un bref sommaire de ce qui représente les troubles du neurodéveloppement maintenant. Ce sont des troubles d'origine psychobiologique qui interfèrent l'apprentissage et le comportement. Sont des troubles qui ont accompagné l'évolution de l'humanité depuis toujours, avec une très grande prévalence, 18-22% pour les enfants, 12-15% pour les adultes. Ce sont des chiffres très hauts, vraiment, c'est pas très bien de savoir que maintenant, un de chaque 5 enfants a ces problèmes, un de chaque 8 adultes ont ces problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on fait la détection à la jeunesse, on peut bien révertir la majorité de ces troubles. Bon, quels sont les troubles? Vous connaissez bien les troubles de l'apprentissage, oui, 10%, les TDAH. On discute encore s'il existe ou il n'existe pas le TDAH. Bien sûr, il existe. Tous les troubles de l'espectre autistique, les troubles de la communication, les troubles psychomoteurs, etc. Bon, une des caractéristiques de ces troubles, c'est que normalement, ils apparaissent en comorbidité avec les autres. C'est bien difficile de trouver un TDAH pur. C'est le TDAH avec la dyslexie. C'est bien difficile de trouver une dyslexie pure. C'est la dyslexie, la dysgraphie ou bien la dyscalculie. Alors, il faut toujours penser que quand nous trouvons un de ces problèmes, il faut chercher s'il y a comorbidité très fréquente avec les autres problèmes. Les enfants, les adolescents, les adultes qui ont ces problèmes, ils n'ont pas seulement un problème d'apprentissage, mais bien sûr, c'est ce qu'on voit d'abord, c'est ce premier que nous pouvons détecter à l'école. Mais après, on aura troubles émotionnels. Et pourquoi troubles émotionnels? Bon, parce que pendant 10 années, depuis les 6 ans jusqu'à les 16 ans, les scolarités obligatoires, et chaque jour, on lui dit, mais pourquoi tu ne te dis pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu fais bêtises à l'école? Pourquoi? Vois ton frère, vois ton cousin. Ils ne font pas ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi les professeurs, les tuteurs, ils m'appellent chaque semaine pour dire que tu fais des malaises? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, pendant 10 années, c'est terrible. Si chaque jour vous écoutez ça, même les week-ends, même les vacances, c'est terrible. Et finalement, les enfants, ils aiment bien travailler pour révertir ces problèmes entre les 6, 7, 8, 9 ans. Alors, ils essaient de révertir ces problèmes, mais à partir de 10 ans, ils se rendent à l'évidence qu'ils ne peuvent pas être mieux ou faire mieux à l'école, faire mieux avec ses comportements. Alors, ils commencent à avoir troubles émotionnels, que c'est la suite de les difficultés scolaires, et ça a comme complication anxiété, dépression. Et finalement, à partir de 15-16 ans, c'est les addictions, le cannabis, les stimulants qui vont comme automédication,
qui vont essayer de révertir les problèmes. Alors, ce qu'on va parler aujourd'hui avec nos speakers, c'est ces problèmes-là, les addictions, cannabis, stimulants, comme automédication, comme une forme de compenser les problèmes de neurodéveloppement qui ont un de cada 5, un de chaque 5 de nos enfants. Merci. Bien. Donc, la première oratrice est le professeur Gabriel Fischer de Vienne. C'est une habituée d'ATHS. C'est aussi une amie de très longue date. Et Gabi va nous parler aujourd'hui de troubles de l'usage de substances et TDAH, troubles déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. J'en profite pour rappeler qu'elle attire l'attention de longue date sur ce problème, et en particulier, elle avait souligné très tôt que dans les prisons, comme d'ailleurs dans les centres de traitement des addictions, mais en prison, le trouble déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité était surreprésenté, et que son non-diagnostic et son non-traitement constituait à ses yeux, et nous l'avons suivi et nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde, constituait une atteinte aux droits de l'homme. Donc, va nous parler de ce problème. Et donc, Gabi, the chair is yours. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, laissez-moi exprimer toute ma gratitude d'être ici avec vous. C'est une réunion formidable organisée par des personnes exceptionnelles. Merci infiniment à tout le monde pour l'organisation. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici sur scène avec des amis. Et j'aimerais dire un mot à Miguel car cela fait 35 ans quand j'ai rencontré Miguel pour la première fois et que je suis venue à Barcelone. Je travaillais là-bas pour le Parlement européen, à observer la situation des drogues et des traitements pour les femmes, et j'étais assez nerveuse parce que lui, à la tête de ce département psychiatrique, était venu me rencontrer à l'aéroport. Nous avons conduit ensemble pendant 3 heures. Il m'a fait découvrir Barcelone, la clinique, et après, il m'a dit: «Allez, on va faire une petite sieste», et on s'est attaqué au travail le soir même. Donc c'est vraiment, vraiment merci infiniment Miguel, parce que je suis ravie de toutes ces années d'amitié. Alors, je crois que ça fonctionne. Alors, Miguel a déjà fait référence aux utilisations de substances et au TDAH. Donc, il y a des liens, bien sûr, entre l'utilisation des substances elles-mêmes, mais d'autres comportements comme l'addiction au jeu. Et également, nous avons entendu Marc Potenza hier, qui nous a parlé des d'autres outils d'utilisation comme TikTok, l'addiction aux écrans et à tout ce qui est en ligne. Donc tout en bas de cette image, vous voyez l'addiction, hem, à la nourriture, donc les troubles de l'alimentation, et ça ne faisait pas partie du système de classification, mais nous avons beaucoup de résultats en neuroimagerie qui ont montré, en fait, la corrélation avec l'addiction, à l'alimentation, et je ne sais pas, mais peut-être que j'en parlerai à la fin de mon discours. Nous aurons un peu de temps demain. C'est un scénario assez large où il faut couvrir et savoir si on parle de troubles de l'utilisation des substances ou pas dans les TDAH. Donc, ce que vous voyez en haut à droite, alors vous êtes certainement très familier des... Alors, c'est la santé mentale et comment y répondre, les problèmes de santé mentale, parce que Michael a parlé de cela il y a très longtemps, du TDAH, de regarder les comorbidités, et nous n'avons pas encore de modèles qui font un plaidoyer à ce sujet. Et l'année dernière, nous avons eu la Fondation Clinton qui a euh, parlé de ces problèmes mentaux. Et avec le prince Harry, je crois, c'était le prince Harry qui s'est engagé à
réaliser de l'éducation permanente pour les jeunes, les adolescents et sur l'utilisation, de l'internet, des téléphones mobiles et cetera. Alors, nous avons déjà parlé du ICD-11 et nous avons pu diagnostiquer des utilisations de substances liées aux troubles du jeu ou d'autres troubles spécifiques, des comportements addictifs. Je ne sais pas quelle est la situation en France avec l'ICD-11, mais je crois qu'on a publié cela il y a déjà 3 ans. Ça n'a pas en allemand, je crois, pour le moment, mais je crois qu'il faut en tout cas se tenir à ce système pour diagnostiquer ces troubles. Avant de regarder cela en détail, j'ai le plaisir de faire partie d'un conseil avec le professeur Van den Brink également. Nous regardons différents sujets et je fais partie du conseil de direction d'une organisation qui s'appelle Neurotorium. Je suis invitée pour regarder l'organisation de près. Il y a des aides que vous pouvez obtenir et je fais partie du comité qui a donné une présentation. Nous essayons de nous concentrer sur les comorbidités et ces addictions à ces substances. Nous avons besoin d'avoir des données. Il faut aller regarder cela en profondeur pour comprendre les raisons sous-jacentes de ces addictions. Alors, ici, dans la salle, tout le monde connaît cela. Nous savons que l'effet de récompense lié à à la libération de dopamine a des projections dans le cortex préfrontal et orbitofrontal. Donc, que ce soit lié à des substances directes ou des non-substances. Et je vois que des collègues qui prennent des photos de mes diapositives, mais elles seront disponibles. Vous n'avez qu'à m'appeler. Toutes les planches sont disponibles. Vous pourrez les obtenir après. Alors, pour la dopamine qui joue un rôle essentiel, nous avons également les troubles TDAH. On voit qu'il y a une perturbation dans le transporteur de dopamine. Nous avons capté ces résultats d'imagerie qui ont montré la direction de ce qui va se passer s'il y a une utilisation des substances ou ce qui se passera dans le système avec le transporteur de dopamine. À côté de Après la dopamine, alors, je ne sais pas si vous en parlerez dans d'autres, présentations, mais il y a des neurotransmetteurs heu, qui font partie de ces perturbations. Alors ça, c'est un graphique du NIDA qui montre en image ce qui va se passer dans le cerveau, qui a une addiction ou sans addiction, le cerveau sans addiction. On voit les éléments neurobiologiques qui montrent, les déficiences et ce qui va se passer, ce que les personnes n'arrivent pas à arrêter, ce qu'ils doivent continuer à prendre en termes de substances pour pouvoir il faut les stabiliser et pouvoir poursuivre la stabilisation dans le temps. Alors, j'ai obtenu cette photo de David Nutt qui a présenté cela pour montrer toutes les perturbations biologiques, les conséquences de la perte de contrôle et les conséquences négatives. Heu, Par exemple, Frida Kahlo, vous la connaissez certainement, elle a dit: «J'ai essayé de noyer mes chagrins dans l'alcool, mais ils ont appris à nager». Donc voilà, au final, il faut bien écouter nos patients parce que ce sont eux qui connaissent les conséquences. Et si d'un côté vous avez un problème clinique d'usage de substances, il est difficile de regarder les comorbidités. Le TDAH, alors nous savons que l'impression clinique, on a la dysphorie, la colère, le perte de contrôle, peu de tolérance, aux pertes de contrôle et donc ce qui est très impressionnant, c'est que les personnes se plaignent dès le début de problèmes de sommeil.
à cause de leurs pensées qui circulent non-stop, dans leur cerveau. Et lorsque j'ai commencé à regarder le TDAH et les problèmes d'utilisation de substances, ma première impression, c'était d'avoir des personnes avec une consommation lourde de cocaïne. Elles venaient à ma clinique et elles me disaient que, je prends de la de la cocaïne le soir parce que je c'est pas quelque chose avec lequel je sors. Je reste à la maison et ils ont ils arrivent à dormir ainsi. Donc je crois une des variables clés et que j'ai apprises au cours des 20 dernières années à regarder ces troubles, écouter les patients et faire une exploration claire et on comprend ainsi ce qu'il se passe. Parce que parfois, une personne qui est addicte à la cocaïne et qui a l'habitude, eh bien, elle utilise cela de manière différente. Donc, quels sont les différents facteurs, ceux que nous oublions parfois, l'étiologie polygénétique. Alors, vous devez regarder, les, tendances familiales et par exemple, si j'ai un patient qui, a, un abus de cocaïne ou de stimulants, eh bien, on voit que souvent la mère, si on étudie la mère du patient, eh bien, on voit que ce sont des problèmes familiaux. Une personne vous dira: «Mon conjoint consomme trop d'alcool» et ceux qui ont des alors pour les TDAH, il y a différents niveaux de performance, mais en tout cas, il y a certains points semblables. Ce que nous avons tendance à oublier, c'est qu'il y a une charge héritée ou génétique et même pour les addictions au jeu, on voit qu'il y a, des conséquences d'une génération à l'autre. Comme il a été mentionné précédemment, dans, 50 à 65 des cas, le TDAH persiste à l'âge adulte et il y a, des désagréments très aigus. Souvent, il y a des problèmes liés aux drogues qui s'ensuivent et Miguel y a référé y a fait référence un peu plus tôt, c'est une charge lourde pour les individus, c'est une charge lourde pour la santé publique. Si on regarde, les accidents, liés à l'utilisation de ces substances, dans le trafic, en voiture et donc on voit que les personnes avec TDAH, souvent ont un problème d'utilisation de substances. Et donc il y a un risque de problème, de comportement sexuel également. Je crois que beaucoup d'entre vous, connaissent, Gabor Maté. Je ne sais pas quel âge il a maintenant, mais c'est un psychiatre hongrois et il a écrit différents livres parce qu'il souffrait lui-même sévèrement de, troubles de l'addiction aux substances. Il fumait beaucoup de cannabis et il faisait face à des problèmes, lorsqu'il allait à l'université, à l'école de médecine et je crois que c'était d'abord aux États-Unis, au Canada et puis il a été diagnostiqué et traité pour le TDAH et c'est un livre formidable qui est disponible en allemand, en français. J'ai tendance à le donner aux membres de la famille pour qu'ils puissent comprendre ce trouble et il parle du fait que son fils souffre du même trouble de TDAH. Donc c'est vraiment pas simplement il ne s'agit pas simplement de parler de qualité de vie, mais de comment vivre sans cette utilisation des substances. Pour la plupart des patients souffrant de TDAH, on souffre beaucoup d'autres comorbidités et bien entendu, plus longtemps cela dure, plus tard le diagnostic est fait, plus on a de comorbidités qui apparaissent. Donc, les raisons pour un abus accru d'utilisation de ces substances, l'impulsivité accrue, les problèmes avec les, groupes de pairs, les problèmes sociaux, l'arrêt de l'école, perte d'emploi. Alors d'un point de vue de santé publique, l'éducation à l'école, vous savez que souvent les enseignants nous disent: «Oh les adolescents réussissent bien mieux le lundi et le mardi parce qu'ils sont encore, ils peuvent encore bénéficier de la consommation de cannabis pendant le week-end.
Donc je crois que c'est en partie un quelque chose qui me rend triste et il faut prendre en compte ces, conditions très sérieusement. Un aspect que nous avons essayé d'intégrer dans les problèmes liés à l'abus de substances, pas seulement regardant l'addiction clinique, la dépendance des individus sur des substances, mais vraiment regarder les comorbidités parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas une tâche simple de les traiter. Mais c'est très, on est très heureux quand ça marche. Donc le TDAH est souvent, lié à une utilisation de substances très tôt, une addiction plus sévère et il est difficile de ne pas aller dans les hôpitaux. Donc, en fait, il faut très tôt comprendre les différents troubles et initier un traitement très tôt. Je pense que on en a parlé hier, lorsqu'on a parlé de l'utilisation de cannabis, il y avait une discussion sur, si la méthadone était adaptée ou pas et je crois que c'est, toujours actuel. Si on doit maintenir quelque chose avec des opiacés ou de l'amphétamine, c'est toujours en cours de discussion parce que qu'est-ce qu'elle sera est-ce que ce n'est pas trop dangereux? Est-ce que c'est voilà, la personne qui en a besoin ne l'utilise pas à mauvais escient. Et pourquoi est-ce que c'est important? Et je ne vais pas vous parler des détails, mais si on négocie que on doit négocier les coûts liés au TDAH et l'utilisation et aux troubles d'usage de substances dans ces calculs socio-économiques aux États-Unis et l'Union européenne. Ce sont les soins les plus coûteux. Les troubles les plus coûteux, pas simplement parce que nos médicaments sont chers, hein, mais à cause du fait que les enfants arrêtent l'école tôt. C'est un ensemble de tous ces points et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, terminent en prison. Voilà et c'est bien dommage que nos patients s'y retrouvent. Donc si Alors, pour l'abus de substances et le TDAH, le cannabis est de loin, si on regarde de près, de loin, la substance la plus utilisée, suivie de stimulants, cocaïne et hallucinogènes. Mais si on regarde de près l'abus d'alcool, cela dépend, il y a une prévalence de 20 à 50%. Donc, dans la génération personnelle, en général, c'est 5 à 10 je crois, donc c'est souvent sous-estimé, mais ces colonnes peuvent vous donner une idée de la du taux de TDAH dans une cohorte avec un haut pourcentage lié aussi à la dépendance à l'alcool. Pour le cannabis, alors 32 des adolescents avec un TDAH ont rapporté utiliser le cannabis, mais la cocaïne est de loin la substance la plus utilisée par les patients souffrant de TDAH. Donc ils peuvent et la prévalence d'utilisation de cocaïne est de 26 la prévalence d'utilisation de cocaïne 10 et donc on voit donc oui, beaucoup d'études existent, sont présentes et il y a différents médecins qui s'y sont attelés, mais on voit à quel point il est important de traiter ces, dépendances lorsqu'on traite des patients souffrant de TDAH très tôt pour réduire la consommation chez les adolescents. Donc, sans surprise, on voit que l'addiction au jeu et la prévalence du TDAH dans ces problèmes d'addiction au jeu est de 25. L'étude a été réalisée dans ma clinique et nous avons regardé les problèmes liés au jeu, à l'addiction au jeu. Bien sûr, il y a des résultats. S'il y a un TDAH, eh bien, c'est un grand problème lié au jeu, un trouble de l'attention, plus de comorbidité et des risques de tentative de suicide. Alors, pour les médicaments, pour la dépendance à l'utilisation des substances et TDAH,
nous avons des revues systématiques qui disent que chez les mineurs et les adolescents, c'est un choix de prédilection et donc ils choisissent les amphétamines. Alors c'est la oui, c'est la le médicament de choix recommandé, hein. Le docteur Van den Brink fait partie de ce groupe et il réfère aux recommandations d'amphétamines et dépendance aux substances et TDAH ensemble. Pour vous donner maintenant un aperçu de l'utilisation de Facebook. Alors, Marc Potenza a souligné que maintenant les jeunes l'utilisaient moins, mais dans ma génération, oui. Et donc il y a une corrélation forte. Les populations souffrant de TDAH auront tendance à être plus addicts à Facebook. Et on voit des scores plus élevés chez les femmes également. Il y a eu aussi une étude récente l'année dernière qui regardait s'il y avait des associations de TDAH et d'hypersexualité. Et en réalité, il n'y a pas eu de soutien, sur ces points, mais cependant un soutien sur l'intensité du TDAH et le problème d'addiction et de comportement en ligne pour l'achat, le réseautage, le cybersexe, heu, cyberchondria et également de l'addiction aux jeux en ligne et cybersexe. Donc si vous souhaitez, regarder une cohorte, importante, on voit les mêmes résultats, une grande prévalence du TDAH, addiction également aux jeux en ligne. À nouveau, une forte corrélation avec l'utilisation de substances, dépression, anxiété et on voit alors pour être honnête, si vous avez pas traiter les adolescents qui souffrent de TDAH, eh bien, ce sera très difficile pour les parents de, rester équilibrés et de garder cet équilibre lorsque les substances s'ajoutent au TDAH. Donc il ne faut pas oublier que le TDAH et la psychiatrie alors on peut avoir voir des violences, qui apparaissent au sein des couples. Si le TDAH est traité avec succès, néanmoins, il y en aura moins et donc, on peut voir que de moins en moins de recherches sont réalisées sur ces cohortes, mais moi je l'ai fait avec mon groupe, j'ai réalisé des recherches en prison et on voit que c'est très compliqué de poursuivre des recherches, sous ces conditions, mais il y a une prévalence de ces troubles d'utilisation de substances et une forte prévalence du TDAH. Alors, ceci pour souligner, auprès d'hommes et de femmes, on voit des taux élevés d'utilisation d'alcool et entre les prisonniers, ceux avec, souffrant de TDAH, l'utilisation des substances à nouveau est plus importante. Je termine dans 5 minutes, merci et on voit la prévalence forte de 30 à 35 des prisonniers qui, ont un trouble du TDAH. Ce que nous confirmons dans une étude en regardant les patients prennent des opioïdes en prison. Ça a un effet sur le TDAH, mais ce n'est pas le bon traitement. Il y a 133 prisonniers, 50 d'entre eux étaient positifs, avaient regardé, avaient avaient été diagnostiqués TDAH dans l'enfance et 17 à l'âge adulte. Donc il est très difficile par rapport au contrôle des comportements dans ce type de paysage, de les traiter de manière adéquate. Maintenant, j'en viens à la fin de ma présentation. Même s'il y a pas des bonnes données de Susan Young pour les taux de criminalité avec des individus souffrant de TDAH, avec de la médication et puis arrêtant, on voit le taux de rechute et la chute et la criminalité qui est là. Donc à nouveau, c'est assez difficile de parler des amphétamines, qu'elles soient disponibles dans les prisons et ce qui serait important à mon avis.
Maintenant, pour parler de l'obésité et de l'addiction à la nourriture, vous voyez ces données en 2019, un fort taux d'obésité lié à certains aspects médicaux. On voit l'utilisation d'alcool également et suivi de près l'addiction aux drogues. Alors, les problèmes liés à l'alimentation. Alors, on voit beaucoup de patients qui, consomment énormément d'aliments dans un court, laps de temps, donc c'est du binge eating. On voit que cette tendance est très proche des troubles d'utilisation de substances et les comorbidités sont présentes également lorsqu'il y a une addiction alimentaire. Certaines études font référence à la à la au nombre important de patients souffrant de TDAH. Nous utilisons aussi de la méthamphétamine et je sais que si on regarde les résultats, j'aimerais beaucoup avoir des études. Il y a certaines études qui ont été publiées avec, qui montrent, qui soulignent l'addiction à l'alcool, mais on aimerait aussi avoir cela pour les opiacés et le TDAH et on voit la stigmatisation chez les jeunes enfants. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Alors, il est très important de mettre l'accent sur ces problèmes essentiels. Alors, Au professeur Wim van den Brink d'Amsterdam. Il est un peu de Biarritz parce qu'il est là tous les 2 ans en tout cas. Et donc, on le remercie pour sa fidélité à THS et pour son amitié. Il va nous, dans la ligne de ce que vient d'évoquer Gabi Fischer, il va parler donc des effets de la pharmacothérapie et de la psychothérapie enfin, dans le traitement des patients souffrant de troubles liés à l'usage de substances et de troubles du déficit du TDAH comme comorbidité. Et donc, il va donner les premiers résultats de l'étude de cohorte naturaliste internationale sur le TDAH et le trouble de l'usage de substances, INCAS, INCAS. Correct, vous avez la parole, Finn. Merci bien, Jean-Pierre. Merci beaucoup Jean-Pierre. Eh bien, comme Gabriel, moi, je souhaite également exprimer mes remerciements par rapport au docteur. Moi, je me souviens de votre hospitalité quand je me suis rendue à Barcelone. Et donc, cette belle expérience aussi depuis des années à Biarritz. Et je me souviens que Jean-Pierre, il a pris ma voiture en fait un jour, il m'a laissé sa voiture. Donc, vraiment, je me souviens de cette hospitalité. Et aussi, il m'a confié aussi un patient quand il est venu à Amsterdam. Donc, merci encore pour. Je voudrais vous présenter pour la première fois des résultats de l'étude 1K sur le traitement des patients souffrant de troubles liés. Nous sommes désolés, nous venons d'avoir une coupure de son. Nous n'entendons plus le professeur. Nous sommes vraiment désolés pour cela.
et le traitement de ces comorbidités. Alors, je l'ai dit plusieurs fois dans ce genre de réunion, mais il faut le dire. Sur la base de ces résultats, nous avons écrit un consensus sur le traitement de substitution pour la TDAH et les études que je vais présenter aujourd'hui s'intéressent au fait de voir si ces affirmations par rapport au traitement de ces comorbidités ont lieu dans la réalité. Aussi, nous allons nous intéresser à ce que cela veut dire pour les patients s'ils sont traités comme nous le proposons. Alors, voici ICASA, c'est la collaboration internationale de la TDAH et de l'abus de substances. Nous avons écrit un article par rapport à la mission, les résultats, les activités de ICASA. ICASA existe depuis 2005. Nous sommes une fondation officielle depuis 2010. Et nous avons en ce moment 59 instituts qui participent, 32 centres dans 20 pays européens et aussi en Asie. Notre mission, c'est de réduire le risque pour les patients de TDAH de développer un TUS et améliorer la détection, le diagnostic et le traitement de cet usage de substances combiné avec le TDAH. Nous avons fait des études épidémiologiques, IASP 1-2. Nous avons également fait des déclarations de consensus et en ce moment, nous sommes en cours de publier notre dernière étude sur la prédiction des résultats par rapport à ces patients. Alors, si on pense aux troubles liés à l'usage de substances et au TDAH, les troubles liés à l'usage de substances et le TDAH coexistent fréquemment. Nous le voyons dans la clinique. Nous avons donc 15 à 25% de ceux qui recherchent des traitements qui sont des usagers de substances. Il y a des aspects génétiques communs, des aspects de neurobiologie communs. Un traitement précoce avec des stimulants pour le TDAH peut éviter le développement d'un TUS. Surtout, il faut penser aux doses adéquates. Et le TDAH a un effet négatif pour le traitement du TUS et vice-versa. Et ceci est très préoccupant parce que nous ne savons pas grand-chose par rapport au traitement des patients de TUS qui souffrent également de TDAH. Alors voilà, qu'en est-il du traitement pour le TUS et TDAH? Eh bien, il y a eu une étude assez récente avec 203 patients atteints de TUS plus TDAH et on a vu les taux de rétention des personnes qui adhéraient au traitement. Alors, nous avons vu que pour les usagers de substances, s'ils utilisent des médicaments pour le TDAH, ils vont rester sous traitement bien plus longtemps que ceux qui ne le font pas. Alors la question qui se pose, c'est y a-t-il un meilleur résultat de cela? C'est-à-dire on peut demeurer en traitement plus longtemps, mais qu'en est-il du résultat? Alors voilà, cette diapositive qui est un petit peu décevante, c'était une révision d'un jeune expert qui a révisé la littérature par rapport au traitement pharmacologique du TDAH chez les patients usagers de drogue et le traitement pharmacologique principalement avec des stimulants pour les usagers de drogue, eh bien, il y avait peu d'études d'ailleurs pour l'usage de substances comme l'alcool, mais ce qu'on a vu d'après ces études, c'est qu'il n'y avait pas d'effet ou très peu d'effet du traitement du TDAH sur l'usage de substances, sauf si l'on commence avec des doses élevées de stimulants. Mais ceci en fait, n'apparaît seulement que chez peu de patients. Ce qui veut dire que c'était quand même assez décevant. Et si on voit la diapo, je ne pense pas que vous voyez correctement la diapo. Ici, il y a les études contrôlées, randomisées. Ici, vous avez l'effet donc sur l'usage des substances, sur le TDAH. Si vous les traitez de façon commune, vous voyez tous ces plus ici.
Et là, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, sauf pour ces deux études que vous voyez ici, les études de Constanius de Suède, avec le méthylphénidate à haute dose, 24 mg, méthamphétamine aussi, et l'autre étude de Francis Levin des États-Unis qui a mélangé des sels d'amphétamine pour des patients usagers de cocaïne. Donc voilà les deux études qui apparaissent ici en vert. Les autres études étaient négatives, ce qui veut dire que je ne vais pas entrer dans le détail, mais si vous voulez traiter les patients atteints de TDAH et de TIES, peut-être qu'il faudra des doses plus élevées, surtout pour la plupart des patients, du moins des doses plus élevées que les doses standards. Donc, voici deux études qui nous montrent que les doses plus élevées de méthylphénidate ou de sel de méthamphétamine sont associées avec de meilleurs résultats par rapport aux symptômes du TUS et du TDAH. Et nous avons également une étude récente en Australie où ils se sont intéressés à l'usage de méthamphétamine chez cette population comorbide. Vous pouvez utiliser des doses assez élevées sans de grands effets secondaires adverses. Donc voilà, c'est ce que l'étude nous montre avec la liste dexamphétamine. Mais on ne montre pas les effets sur le TDAH parce qu'ils ne sont pas correctement mesurés. Donc voilà, nous avons affaire à une situation assez misérable si on pense que depuis 2017, il n'y a pas eu d'études par rapport à l'usage de ces stimulants pour le traitement du TUS et TDAH. Donc je pense qu'il faut vraiment, il y a quelque chose à faire. Et c'est pour cela que nous nous sommes impliqués également, nous nous sommes intéressés par la thérapie cognitive comportementale et nous avons vu que cette thérapie intégrée a un effet positif donc chez les patients usagers de substances et les patients TDAH. Donc ceci me mène à vous parler de cette déclaration internationale de consensus que nous avons fait il y a quelques années. Ceci a été publié en 2018 et nous avions toutes sortes de recommandations par rapport au criblage, au diagnostic, mais aussi par rapport au traitement. Voici les recommandations liées au traitement pour les patients TUS plus TDAH. Alors, il faut commencer à traiter les deux troubles et il faut également utiliser une combinaison de psychothérapie et pharmacothérapie avec un traitement de stimulant à une dose élevée pour le TDAH. Et il faut faire très attention aussi à la prise en charge clinique pour éviter l'abus ou la diversion de stimulants. C'est-à-dire, il faut donner des stimulants, certes, mais il faut éviter l'abus de stimulants. Alors maintenant, nous voulons savoir ce qui se passe dans la réalité. Alors, est-ce que ces personnes suivent ce type de recommandations tirées de la littérature? Alors, c'est pour cela que nous avons présenté cette étude. Et nous avons donc conçu cette étude il y a 3 ans. Et voici les objectifs de notre étude, l'étude INCAS. Il s'agissait de décrire les traitements qui avaient été reçus et voir aussi les différents impacts, les différents résultats. Il fallait identifier également les prédicteurs pour la rétention du traitement, les symptômes de TDAH, d'usage de substances. Il fallait faire de la recherche d'un profil de sécurité et nous croyons que pour ce faire, il faut plus d'essais randomisés. Et il s'agissait d'une étude prospective, naturalistique, avec 578 usagers de drogue, avec un TDAH comorbide adulte, des recrutements de 9 pays, des évaluations à la ligne de base, 4 semaines, 3 mois, 9 mois et le suivi. Et on voit également donc les résultats attendus, la rétention, l'amélioration, les prédicteurs, le type de traitement avec ou sans traitement, avec ou sans stimulant et tous ces modificateurs de traitement. Donc voilà les caractéristiques de notre étude. Alors, je vous ai dit, il s'agissait de 578 patients. Nous avions
42% des patients ambulatoires et la plupart des usagers, ils étaient usagers d'alcool, de stimulants de cannabis. 47% avaient deux troubles liés à l'usage de substances comorbides. Et souvent, on oublie en fait que l'une des comorbidités les plus significatives. Pourquoi? Parce que donc on recrute ces usagers et en fait 61% avaient reçu du traitement préalable pour l'usage de substances, mais seuls 41%, enfin 41% n'avaient jamais reçu de traitement pour leur TDAH et 61% présentaient au moins encore un trouble psychiatrique comorbide additionnel. Donc, que s'est-il passé par rapport à cette étude? Nous avons publié des résultats dans le journal de psychiatrie interne pour nous intéresser au type de traitement qu'on offrait à ces patients. Et voici le type de traitement que ces patients comorbides recevaient au moment de commencer l'étude et puis à 4 semaines. Alors, par rapport à la thérapie pharmaceutique, eh bien, 39% avaient reçu des traitements de remplacement des substances. Par exemple, donc, pour le trouble lié à l'usage d'opioïdes, eh bien, 43% n'étaient pas traités. Pour l'usage d'alcool, c'était 28% seulement qui étaient traités. Pour l'usage de stimulants, 17% seulement avaient été traités. Et pour le tabagisme ou les troubles liés au tabagisme, seuls 6,7% avaient été traités. Mais ce que l'on voit à droite, c'est la variation, une énorme variabilité suivant les sites en Europe et aussi aux États-Unis. Par exemple, en Suisse, c'était 25% seulement, alors qu'en Espagne, c'était 91%. Alors, si on voit l'usage de substances opioïdes, eh bien, en Suède, seuls 17% avaient été traités, alors qu'en Belgique, c'était 100%. C'est-à-dire que nous avions affaire à une énorme variation. Et pour les troubles liés au tabagisme, aux États-Unis, en fait, ils obtenaient le meilleur score, mais seuls 29% de ces patients avaient été traités pour leur usage du tabagisme. Et quel type de traitement ont-ils reçu? La pharmacothérapie, 54%, le traitement de stimulants, 40,9%, la psychothérapie pour le TDAH, 34%, et la thérapie pharmaceutique et la psychothérapie combinée, ce qui est notre recommandation, seulement 25%. Et les stimulants combinés au traitement et à la psychothérapie, seuls 16,9%. Et si on voit la pharmacothérapie, on voit que aux États-Unis, eh bien, c'est le traitement le plus, c'est là où l'on obtient le plus grand pourcentage de patients traités. Mais en fait, par rapport au traitement par stimulant, seulement 21% des patients reçoivent ce traitement aux États-Unis, alors que c'est le plus efficace. Alors, les États-Unis se portent bien en termes de traitement, mais ils ne choisissent pas le type de traitement adéquat. Et donc, il y a peut-être un risque aussi d'abus de cette population des stimulants. Alors voilà, il faut s'intéresser aussi au type de traitement qu'offrent les différents pays. Moi, je crois que c'est une variation qui ne devrait pas exister. Et quels sont les prédicteurs de ce type de traitement? Nous avons vu de nombreuses variables et ce que l'on a observé, c'est que les prédicteurs les plus importants pour avoir ce traitement de TDAH, c'est le site de l'étude, c'est-à-dire le pays, ce qui n'est pas scientifique. Je veux dire, il y a différents sentiments dans différents pays par rapport à quel type de traitement est acceptable. Alors, aussi, le prédicteur pour recevoir ce traitement pour la TDAH était lié à la gravité du TDAH. Là, si vous avez une plus grande gravité, vous avez plus de probabilité d'obtenir un traitement avec des stimulants. Et quelque chose d'important aussi, c'est que
pour obtenir ce traitement par stimulant, vous devez être complètement abstinent en début de traitement. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de docteurs qui voulaient prescrire des stimulants, mais seulement si vous êtes absolument abstinent d'autres substances. Alors voilà, que faire? Faut-il attendre que les patients soient complètement abstinents avant de leur administrer des stimulants? Voilà. Et si l'on suivait au bout de 9 mois, eh bien, on voit que la pharmacothérapie pour l'usage de substances a descendu de 39 à 24%, parce que ensuite la pharmacothérapie plus le TDAH était très stable au fil du temps, et il en va de même pour le traitement par stimulant. C'est très stable également. Si vous receviez des stimulants au premier mois, vous étiez stabilisé au bout de 9 mois. Vous continuez à les recevoir au bout de 9 mois. Et par rapport aux troubles mentaux, eh bien, ça a beaucoup baissé, parce que peut-être que on pense qu'au bout de quelques mois, vous n'avez plus besoin de cette psychothérapie. C'est ce que l'on observe, malgré que ce ne soit pas correct. Et voilà, nous voyons donc qu'il y a des personnes qui sont traitées. Il y en a même qui sont traitées de la façon que l'on souhaiterait. Mais maintenant, il faut savoir si cela a des effets. Et c'est ce que nous avons voulu étudier dans cette étude prospective de 3 à 9 mois. Ici, nous voyons les prédicteurs de la rétention. Nous avons différents prédicteurs. Vous les voyez ici. Donc, il y a beaucoup de prédicteurs. Vous voyez la liste ici. Et là, je souligne les plus significatifs. La rétention, donc, qui était prédite par le traitement de TDAH. En fait, si vous receviez ce traitement pour le TDAH, vous aviez plus de chances de retenir ce traitement. Et donc, si vous receviez un traitement par stimulant, vous restiez sous traitement pendant plus longtemps. Donc, le traitement par stimulant avait un ratio, un odds ratio de 2,4. Et donc voilà, c'était bien plus prévisible pour ceux qui recevaient le traitement par stimulant. Ensuite, nous avons le traitement pharmacologique comorbide et l'emploi, c'est-à-dire si ces personnes avaient un emploi, elles avaient plus de chances de retenir ou d'adhérer au traitement plutôt que les personnes qui n'avaient pas d'emploi. Et voilà, nous voyons donc cette rétention à 3 mois. Nous observons cela et nous voyons que le prédicteur le plus significatif, c'était le traitement par stimulant. Les personnes qui recevaient des stimulants avaient 3 fois plus de chances d'observer des réductions de leur TDAH plutôt que les personnes qui n'avaient pas de stimulants, qui ne recevaient pas de stimulants. Et il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Si vous avez un- une plus grande gravité de TDAH, eh bien, vous avez une plus grande réduction de l'ASRS et nous n'arrivons pas à expliquer cela. Nous avons également établi des prédicteurs chez les grands buveurs, c'est-à-dire pas seulement les usagers de substances ou d'opiacés, mais aussi les usagers d'alcool. Et ici, nous voyons qu'il y a des prédicteurs également très significatifs, très pertinents. Et encore une fois, le message ici, c'est que moins de journées de grande ingestion d'alcool sont vues chez les patients qui reçoivent des stimulants et qui reçoivent des traitements pour leur TDAH. C'est-à-dire que l'intervention psychologique produit moins de journées de consommation d'alcool forte, même au bout de 9 mois. Donc, si l'on voit toutes ces données et que l'on compare tout cela et les conclusions de ces études tellement vastes, eh bien, tout cela nous dit que
à l'opposé de nos recommandations, seuls 39% de ces patients reçoivent une pharmacothérapie pour le TES, seuls 54% reçoivent la pharmacothérapie pour le TDAH et seuls 41% reçoivent la thérapie par stimulant. Aux États-Unis, eh bien, on se réjouit de savoir que 100% des patients de TDAH reçoivent la pharmacothérapie, mais seuls 21% reçoivent les stimulants. Et voilà, moi, je pense que c'est un point qui mérite la discussion. La thérapie par stimulant était très restreinte pour ces patients aux États-Unis. Or, c'était la plus grande recommandation. Et puis, la combinaison de pharmacothérapie et psychothérapie, c'était seulement pour 25% des patients. Donc voilà, et aussi les grandes variations que nous avons observées n'ont pas de justification clinique. Et il est également important de noter que le traitement par stimulant a des effets positifs pour ces symptômes du TDAH et pour les résultats sur l'alcool. Les prédicteurs de la rétention sont le traitement par stimulant, l'emploi. Les prédicteurs pour le résultat pour le TDAH, c'est le traitement par stimulant et le site de traitement. Et bien sûr, il y a des limites et des forces par rapport à ces études. La force, c'est qu'il s'agit d'une étude multinationale avec un design observationnel, prospectif, ce qui veut dire que ça nous raconte la réalité. Il s'agit d'un grand échantillon de chercheurs de traitement parmi donc les TUS et les TDAH, et il s'agit de faire une évaluation standardisée. Aussi, le fait que ce soit une si grande étude, eh bien, c'est une limite également parce qu'il n'y a pas de possibilité de randomisation. Une autre limite, c'est qu'on a utilisé le diagnostic clinique de TUS et TDAH. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes qui viennent mais qui pourraient ne pas avoir ce diagnostic. Aussi, il y a un risque de biais résiduel. Et en fait, on observe des scores très élevés, sans exception pour les scores ASRS. Et comme je dis, il y a un risque de biais résiduel que l'on peut trouver dans ces études naturalistiques. Même s'il y avait un taux d'abandon assez élevé, nous n'avons pas vu de biais par attrition, nous n'avons pas vu de grande différence entre ceux qui ont abandonné et ceux qui ne l'ont pas fait, sauf pour ceux qui avaient été traités plus fréquemment avec des stimulants. Et il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de biais pour les indications ou pour l'allocation de traitement. Cette allocation de traitement était seulement prédite par le site de l'étude. Nous n'avons pas d'informations détaillées sur l'usage des drogues pendant la période de suivi. C'est encore une limite de l'étude et nous n'avons pas malheureusement de l'information sur les doses de médicaments que recevaient les patients, c'est-à-dire les doses de stimulants. Et nous n'avons pas fait de correction pour les comparaisons multiples parce que ceci est une étude observationnelle qui vise à éclaircir cette hypothèse. Donc, mon résumé, ma conclusion, le TDAH est un trouble comorbide fréquent chez les patients usagers de drogue. Seulement une petite fraction de ces patients TDAH a été reconnue et traitée avant de cette étude. Les recommandations de traitement n'étaient pas suivies avec une faible prescription de stimulants, avec une faible prescription de psychothérapie pour les patients atteints de TDAH. Le traitement de stimulants, c'était restreint seulement pour les patients abstinents et non pas pour les usagers de drogue ou d'alcool. Et la prescription de stimulants est le plus grand prédicteur de résultats positifs chez ces patients. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Ludwig. Ces résultats sont passionnants. Ils ouvrent la voie à une discussion tout à fait intéressante. But we will wait the third speech, and after that, we have time for questions. Donc, maintenant, nous allons donner la parole au professeur Maurice de Mattéis de Grenoble. Il est neurologue de formation, mais je dirais que c'est le plus psychiatre des neurologues.
Il est aussi pharmacologue et professeur de pharmacologie et dirige un centre d'addictologie donc au CHU de Grenoble. Je suis très touché qu'il ait accepté cette invitation et qu'il soit là, car il a été confronté à des événements familiaux douloureux et il est toujours là. Maurice, on sait que l'on peut compter sur lui et on le remercie très chaleureusement. Et donc, il va en plus de ça s'attacher à parler de la dysrégulation émotionnelle. La dysrégulation émotionnelle qui fait partie des troubles neurodéveloppementaux, très fréquemment associés en particulier au TDAH, mais pas seulement, mais qui probablement en France en tout cas est très mal reconnu et prise en charge comme telle. Et donc Maurice va essayer de nous éclairer sur les conduites à tenir, comment repérer et éventuellement comment traiter. Tu as la parole, Maurice. Merci Jean-Pierre, bonjour tout le monde et merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce thème qui, vous allez voir, est très complémentaire des deux présentations précédentes puisqu'il va pouvoir apporter un éclairage sur un certain nombre de questions qui ont été soulevées. Effectivement, la dysrégulation émotionnelle, on va voir, là, ce sont mes liens d'intérêt que vous avez déjà vus hier et qui n'ont pas évolué depuis. En tout cas, il n'y a pas de lien en relation avec cette présentation. Alors, de quoi on parle lorsqu'on parle de dysrégulation émotionnelle? Alors, c'est intéressant parce que Jean-Pierre a parlé de troubles neurodéveloppementaux, mais on va voir que pas uniquement. Et on voit bien qu'il y a encore des questionnements assez récents sur de quoi parle-t-on, finalement, c'est quoi la définition. Et en fait... finalement, à quoi servent les émotions? Puisqu'on parle d'une dysrégulation émotionnelle, il faudrait d'abord se poser la question à quoi servent les émotions. Et quand on pose la question aux patients ou même aux étudiants, en général, ils ne savent pas répondre. Le système des émotions, il a été mis en place en fait pour nous permettre d'adapter nos comportements. Donc, n'oubliez pas d'où nous venons, de la nature, et l'objectif, c'est de pouvoir s'adapter dans l'environnement où on se trouve. Et le système émotionnel, on verra, donc qui interagit aussi avec le système relationnel, c'est bien pour adapter notre comportement. Maintenant, vous imaginez que si ce système émotionnel est dérégulé, eh bien, ça va pouvoir impacter de manière significative sur les stratégies adaptatives de la personne. Alors, finalement, vous voyez qu'on peut le résumer comme modèles d'expérience ou d'expression émotionnelle qui vont interférer avec les activités orientées vers un objectif et qui va se traduire notamment dans le cas de la dysrégulation émotionnelle par des changements rapides et mal contrôlés et avec une attention anormale accordée aux stimuli émotionnels. Donc, vous voyez bien que le vécu, finalement, donc, du patient va être plus centré, cristallisé autour de ce vécu émotionnel. Alors, dans le processus de développement, et là, on va rejoindre maintenant Jean-Pierre sur les aspects développementaux, effectivement, on va voir que ça peut démarrer très tôt, et on voit bien qu'il peut y avoir des influences, bien entendu, génétiques, épigénétiques, l'adversité, être confronté à l'adversité des traumatismes précoces, ou notamment des éléments de négligence, et c'est là où on a tous les problèmes de l'attachement, donc qui peut intervenir, bien entendu, tous les états de stress post-traumatique, mais on verra les troubles de la personnalité. Les troubles neurodéveloppementaux, on les a évoqués, le TDAH, mais aussi les troubles du spectre autistique qui peuvent contribuer aussi à donner une couleur supplémentaire dans les troubles neurodéveloppementaux. Et du coup, c'est pour ça que l'approche catégorielle est parfois prise en défaut parce que finalement, de quoi parle-t-on? C'est parfois donc des mélanges, etc. Et puis, on voit bien, donc en fonction donc des problématiques, on peut avoir donc des atteintes qui peuvent être différentes. Alors, il y a aussi parfois des confusions sur la dysrégulation émotionnelle qui peut être confondue avec la labilité émotionnelle, où on voit bien qu'il y a de toute manière des chevauchements entre les deux problématiques, où on retrouve la balance, on va dire, cortex préfrontal et amygdale, qu'on peut évaluer, on va voir, par des échelles différentes, où dans un cas, dans le cadre de la labilité émotionnelle, plutôt le système amygdalien qui va impacter, donc un système émotionnel très labile qui va impacter, et puis dans l'autre cas, c'est le système de contrôle préfrontal qui va effectivement pas être en mesure de contrôler la régulation émotionnelle. Finalement, on est dans des continuums et tout dépend où on met le curseur et ça peut effectivement donner donc une caractéristique différente d'un individu à l'autre. Alors, moi qui ne suis pas psychiatre, mais seulement pharmacologue, neurologue, avec une vision très simpliste,
Et je pense que quand on voit des patients compliqués, il faut avoir une vision très simple si on veut comprendre quelque chose. Finalement, vous voyez que la dysrégulation émotionnelle est une dimension transnosographique, transdiagnostique. Moi, j'aime beaucoup ce papier qui résume finalement, y compris toutes les pathologies psychiatriques, avec de simples dimensions. Et on peut aller au plus simple entre, vous voyez, tout simplement le système de contrôle, on va dire préfrontal, et le système émotionnel, limbique, avec des émotions positives et négatives. Donc, vous voyez, on peut résumer de manière très simple le fonctionnement d'un individu. Et cette régulation émotionnelle, vous voyez, finalement, on la trouve dans plein de situations différentes, y compris les addictions, les pathologies psychiatriques, les troubles neurodéveloppementaux, etc. Eh bien, sachez qu'on va le retrouver aussi dans la douleur chronique. Et vous voyez, et c'est pas le fait du hasard qu'on retrouve donc cette problématique commune et qui est fréquemment associée. Et finalement, vous voyez, les éléments qu'on va retrouver, donc il y a des éléments d'impulsivité, et là, ça rejoint. Ah, excusez-moi. C'est vrai que donc les éléments d'impulsivité, avec effectivement donc avec une faible modulation émotionnelle de la réaction émotionnelle, une grande labilité émotionnelle et une difficulté à revenir vers l'état de base. Donc là, vous imaginez, quand vous avez déjà des montagnes russes avec une difficulté pour revenir à l'état de base, eh bien vous comprenez pourquoi à un moment donné la stratégie produit va représenter une solution adaptative lorsqu'on a cette dysrégulation émotionnelle. Alors bien entendu, ça va impacter en termes donc la qualité effectivement des relations à l'autre, pouvoir effectivement donc être dans des activités, et on verra que dans cette dysrégulation émotionnelle, il y a aussi des difficultés à reconnaître ces émotions. On verra notamment, on avait évoqué hier les éléments d'alexithymie. Quand il y a trop d'émotions, eh ben, parfois ça déborde, ça sature et on comprend plus rien, et on a du mal aussi donc à comprendre et du coup à adapter. Et si on ne perçoit qu'un simple inconfort sans comprendre ce qui se passe, eh bien là aussi la stratégie produit est un moyen de s'adapter. Et du coup, comme c'est très pénible dans le quotidien, vous voyez qu'on a des patients qui sont dans des stratégies d'évitement, de retrait, puisque finalement c'est plus simple de ne pas être exposé ou de finalement de sédater. Et là aussi, on voit bien que dans les patients qui ont été présentés par Wim et par Gabi, peut-être qu'il y a effectivement ce type de situation, puisque finalement, au-delà du TDAH, on verra que la dysrégulation émotionnelle est une des dimensions qui peut contribuer, on verra, à donner une couleur différente à nos patients. Donc au final, c'est des montagnes russes. Et là aussi, si vous allez dans un parc ou dans un autre parc, vous n'avez pas les mêmes montagnes russes. On voit bien que les caractéristiques de cette dysrégulation émotionnelle peuvent différer d'un individu à l'autre et d'un contexte à l'autre. Car en effet, maintenant pour revenir à ce que disait Jean-Pierre, vous voyez finalement cette figure est très intéressante et qui montre l'évolution des différents troubles. Alors ici effectivement un congrès d'addictologie, eh bien on voit ici donc les premières consommations à l'adolescence et on voit ici, vous voyez, tous les systèmes qui se mettent en place au cours de la maturation cérébrale, dont le système de la récompense ici, la cognition sociale, et vous voyez le système du stress. Alors évidemment, donc dans cette figure, les auteurs ont oublié des choses comme les troubles neurodéveloppementaux, bien entendu, tous les psychotraumas qui vont contribuer donc là aussi à des modifications et les altérations du sommeil. Aujourd'hui, on sait que lorsqu'elles commencent très tôt chez les jeunes, eh bien le risque de consommer est plus important et on va voir le lien très fort entre sommeil et là aussi qui est très souvent impacté chez les sujets TDAH et dysrégulation émotionnelle. Et du coup, évidemment, l'adolescence est une période à risque, on le sait, pour les premières consommations, mais parce qu'on a un cerveau hyper réactif, un système donc extrêmement labile. Vous voyez qu'il y a une augmentation de réactivité donc aux indices émotionnels et sociaux, avec, vous voyez, cette balance fronto-amygdalienne, cette connexion qui se met en place. Et forcément, donc, si on a des vulnérabilités, eh bien, ce système peut s'emballer beaucoup plus facilement. Les produits peuvent impacter dans ces systèmes de maturation et contribuer d'ailleurs à augmenter donc cette dysrégulation émotionnelle si déjà elle existe. Donc, comme vous le savez, la maturation cérébrale, effectivement, c'est jusqu'à 25 ans. Et donc, vous voyez, tous les événements qui peuvent se passer, donc au-delà de la génétique, il y a toute l'épigénétique, qui vont contribuer à modifier finalement le fonctionnement de l'individu, sa construction et donc son système finalement donc d'adaptation.
Et finalement, vous voyez que les structures qu'on va retrouver et qui sont impliquées dans la dysrégulation émotionnelle, ce sont les mêmes circuits, un peu ou prou, qu'on a lorsque vous développez des addictions. Donc, vous voyez que finalement, la coexistence, elle n'est pas par hasard et que les produits eux-mêmes, finalement, contribuent à faire apparaître une dysrégulation émotionnelle si elle n'existait pas déjà précédemment. Mais comme vous savez, on ne consomme jamais par hasard. Et ceux qui développent des addictions, c'est non plus pas par hasard, c'est qu'il y a déjà des éléments de vulnérabilité qui vont effectivement s'exprimer. Alors, comment l'évaluer, cette dysrégulation émotionnelle? Parce que là, on en parle, on dit, mais ça a l'air super intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait en pratique? Alors, en pratique, moi, dans mes consultations, quand j'évalue mes patients et patientes, eh bien, je vais utiliser une échelle qui est la DERS, la Difficulties in Emotional Regulation Scale, qui est une des échelles de référence avec 36 items. Alors, il y a une version française, et puis il y a des versions courtes avec 18, 16 items, et il y a même une échelle qui évalue donc les traits. Et puis, il y en a plein d'autres, finalement, donc vous trouverez dans la littérature, et aussi y compris donc chez les enfants. Ce qui est intéressant avec l'échelle, moi j'utilise la version à 36 items, c'est que, vous voyez, c'est vraiment multidimensionnel. L'intérêt, effectivement, de ce type d'échelle, c'est qu'elle va, à travers les différents items, faire des sous-scores. On va pouvoir évaluer, vous voyez, des différents domaines, la capacité à avoir conscience de ses émotions, la clarté émotionnelle, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que je comprends comment je fonctionne, à accepter ses émotions. La difficulté, on verra, à accepter ses émotions. On a des patients qui scorent très élevés. À contrôler, on verra les éléments d'impulsivité. On évoquait tout à l'heure le binge, les comportements de binge avec la présentation de Gabi. Il y a deux dimensions qui sous-tendent le binge, quel que soit, c'est l'impulsivité et la labilité émotionnelle. Et on retrouve effectivement des éléments qu'on a dans la dysrégulation émotionnelle. Et la difficulté à s'engager dans des comportements orientés et enfin un accès limité à des stratégies de régulation. Donc quand vous avez ce type d'éléments, il est évident que, vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez une caractérisation finalement donc du patient à travers les scores et les sous-scores. Ça permet d'avoir une évolution aussi dans le temps lors de la prise en charge. Vous avez différents profils. Ça veut dire que là aussi, l'adaptation de la prise en charge va être différente en termes d'approche pharmacologique et non pharmacologique. Et ça permet effectivement d'avoir une évolution, bien entendu, de ces paramètres. Ça donne aux patients... Ce qui est intéressant, c'est que quand moi je présente les scores aux patients, je dis ça c'est vous. Ça leur permet effectivement d'avoir une lecture sur leur mode de fonctionnement et de voir ce qu'on va pouvoir travailler ensemble de manière personnalisée. Alors vous comprenez, il y a plusieurs dimensions ici qui très clairement fait qu'on ne va pas aller vers les produits par hasard comme une stratégie d'adaptation pour compenser ce qu'on n'arrive plus à réguler par ses propres moyens. Or, bien entendu, vous avez compris que la répétition des consommations est de nature à amplifier cette dysrégulation émotionnelle et on va donc avoir une relation bidirectionnelle entre la dysrégulation émotionnelle et les addictions. Et évidemment, quand vous voyez finalement une personne qui consomme du matin au soir, qui entraîne un véritable yo-yo sur le plan neurobiologique, un yo-yo émotionnel, et évidemment, donc, nos patients, très souvent, ils n'ont pas qu'un seul produit, mais plusieurs produits. Et à la fin, eh bien, ça donne effectivement un patient qui se dérégule de plus en plus. Donc, vous voyez qu'on a bien cette relation. Les deux vont s'aggraver mutuellement. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on supprime les fluctuations, on peut contribuer à réduire effectivement cette dysrégulation émotionnelle. Donc ça, c'est important effectivement de l'avoir en tête. Et on a des traitements, notamment tout ce qui est donc des traitements donc de substitution des opioïdes, qui peuvent réduire donc cette dérégulation chez les patients. Alors, maintenant, on va rajouter deux autres éléments qu'on va retrouver donc chez nos patients et qui ont d'ailleurs été évoqués lors des présentations précédentes. C'est l'impulsivité et la compulsivité. Vous voyez, donc là aussi, on parle souvent de l'impulsivité, mais lorsqu'on arrive vers la compulsion, c'est jamais le fait du hasard. On sait qu'il y a des traits effectivement qui préexistent de compulsivité et qui vont contribuer finalement à faire basculer donc la personne vers les consommations compulsives plus facilement que d'autres. Et on voit bien que finalement, donc on a bien un ensemble de dimensions. Vous voyez, on peut résumer l'individu en ensemble de dimensions. Et comme on l'évoquait hier lors de la présentation avec Marc Auriacombe, on retrouve finalement des éléments qui interviennent dans le contrôle comportemental et le craving.
Alors, finalement, vous voyez que la dysrégulation émotionnelle, c'est en fait une prise de conscience assez récente en addictologie. Les papiers, vous voyez, de 2023-2024, on a l'impression qu'on redécouvre l'Amérique. Vous voyez, donc la dysrégulation émotionnelle est un driver critique dans la rechute, effectivement, donc des produits, l'usage des produits. Et finalement, donc, on s'aperçoit que cette dysrégulation émotionnelle est une dimension clé et qui va contribuer à, finalement, donc réduire l'autonomie fonctionnelle du patient. Et ça paraît assez logique, vous l'avez compris, hein, si au départ notre patient, vous voyez, il a cette balance entre le système cognitif et émotionnel avec, on l'a évoqué, les stratégies d'autorégulation ou d'automédication, et bien avec la répétition des consommations, hein, donc et toutes les dérégulations associées, vous allez avoir donc cette dérégulation émotionnelle avec un patient qui est complètement modifié, où le système, voyez, cognitif lui-même est altéré, et puis un système émotionnel complètement dérégulé. Les modifications qui font qu'on va continuer à consommer donc ensuite ne sont plus les mêmes effectivement pour lesquelles on avait consommé au départ. Alors, quand on regarde finalement l'existence de cette dysrégulation dans les addictions, ben oui, vous voyez il y a des méta-analyses qui montrent effectivement qu'elle est présente dans les différents types d'addictions, donc quels que soient les produits, et addictions aussi sans produits. Et finalement, lorsqu'on regarde après par produit, on voit effectivement, là aussi, il y a une hétérogénéité finalement. Vous voyez, donc là, c'était pas précisé. Là, effectivement, pour l'alcool, vous voyez, en fonction des études, on va avoir des différences, mais en tout cas, c'est présent. Mais je dirais, moi, quand je vois mes patients, c'est pas des patients qui consomment un seul produit, c'est souvent des patients qui consomment plusieurs produits, et très souvent, il y a de la comorbidité psychiatrique qui elle-même peut embarquer de la dérégulation émotionnelle. Donc, plutôt que d'avoir une vision par produit, il faut plutôt avoir une vision par patient, parce que c'est bien effectivement le patient qu'on va traiter et pas le produit. Donc ça, je pense que c'est important, mais c'est vrai qu'encore, on a une littérature qui focus complètement donc sur le produit. Alors maintenant, est-ce qu'on peut la traiter? Oui, la réponse est oui. C'est autrement, on n'en parlerait pas, ça serait pas très intéressant. Alors oui, donc les traitements pharmacologiques, tout ce qui peut réduire finalement donc les éléments d'impulsivité, d'anxiété, dépression associée, peuvent aider, que ce soit donc la gamme des antidépresseurs, mais aussi on voit bien les traitements antipsychotiques qui ont contribué à réduire la labilité émotionnelle. Nous, dans le service, on utilise beaucoup aripiprazole et kétiapine. Lorsque vous avez un trouble de l'usage des opioïdes, eh bien l'intérêt effectivement des traitements de substitution qui vont réduire les fluctuations induites par les consommations et qui par conséquent peuvent atténuer au-delà d'avoir une action directe sur la dysrégulation émotionnelle, même s'il y a des éléments dans la littérature qui laissent penser que oui, le fait effectivement de réduire les consommations elles-mêmes qui entraînent ces montagnes russes émotionnelles peuvent contribuer à la réduire. Lorsqu'il y a un TDAH, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'avec les médicaments spécifiques, que ce soit le méthylphénate, l'atomoxétine ou les désamphétamines, on s'aperçoit qu'il y a un effet qui est petit à modéré, et notamment, vous voyez, sur les mécanismes qui interviennent dans la dérégulation émotionnelle. Donc, du coup, ça peut contribuer. Pourquoi chez certains patients, ça va pas marcher, et l'intérêt d'associer, vous voyez, donc d'autres lignes thérapeutiques, notamment les médicaments comme les antipsychotiques, qui vont contribuer à réduire la labilité émotionnelle associée. Et d'ailleurs, on voit bien, nous, quand on met en place des traitements chez des patients qui ont d'autres problématiques, on les stabilise bien sur les différentes dimensions et on va voir, y compris celles qu'on va voir dans un instant. Et c'est seulement après qu'on voit effectivement dans quelle mesure il y a une plus-value supplémentaire avec le psychostimulant. Les traitements pharmacologiques, ça a été évoqué par Wim, et notamment donc les thérapies TCC. J'aurais été très intéressé de savoir quelles approches TCC ont été faites dans l'étude présentée par Wim, mais il y a aussi toutes les autres approches comme la TCD, qui est une version, on va dire, une dérivée de la TCC, donc qui a été développée par l'ANEN dans le cadre des troubles de la personnalité borderline, mais qui s'applique là aussi de manière transdiagnostique aux dérégulations émotionnelles, la thérapie des schémas, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, dans la mise en place des schémas précoces dysfonctionnels lors de la construction de l'individu, et de travailler sur des schémas de fonctionnement dont on n'a pas forcément conscience, et qui permettent de mettre en place des stratégies adaptatives, et puis la thérapie d'acceptation, là aussi on voit bien l'importance d'apprendre à accepter ses émotions, ne pas apprendre à les subir, mais apprendre à les gérer, finalement, vous voyez, prendre ce recul que n'ont pas forcément de patients qui sont dans un fonctionnement extrêmement impulsif et avoir une réponse immédiate et qui finalement donc est apportée par la consommation des produits. Puis il y a d'autres stratégies, puis des choses beaucoup plus simples, vous voyez, comme la pleine conscience qui ramène effectivement à la thérapie ACT, et puis des approches effectivement d'apaisement, donc de cohérence cardiaque, yoga, etc. Et puis, bien entendu, ne jamais oublier les besoins fondamentaux. Le sommeil, eh bien,
Vous savez que j'en parle régulièrement dans mes présentations parce que forcément, c'est tellement fréquemment impacté et c'est une vraie plus-value. Vous voyez qu'il y a une relation intime entre le sommeil, et là aussi, ça peut être une variable qui peut contribuer à comprendre pourquoi chez certains patients, on a du mal à les stabiliser. Vous voyez, donc finalement, on voit l'insomnie et la dysrégulation émotionnelle qui contribuent à la maladaptation émotionnelle et à l'impulsivité. On sait que notamment parmi certains stades, le sommeil paradoxal serait impliqué. Et ça impacte bien entendu sur la qualité de vie. Et on le sait aujourd'hui, c'est vrai chez les jeunes. Donc l'important, effectivement, là aussi, de repérer. Et on est dans une société qui dort de moins en moins, hein, une société qui se dit moderne. Et dans quelle mesure, effectivement, cette réduction donc, du sommeil contribue pas à fragiliser l'individu, entre autres par ces éléments de dérégulation émotionnelle. Les apnées du sommeil, vous voyez, donc y penser, parce que finalement, vous voyez que là aussi, ça va déstructurer le sommeil et contribuer à la dérégulation émotionnelle. Là aussi, on peut avoir une amélioration avec le traitement spécifique. Là aussi, dans les besoins fondamentaux, c'est manger, bouger, dormir. Eh bien, l'activité physique, on sait à quel point ça contribue à réduire donc les éléments d'anxiété, de dépression, et bien la régulation émotionnelle aussi. D'où l'importance, là aussi, de remettre, y compris notamment chez les adolescents, et notamment, on sait dans quelle mesure, dans le TDAH, l'activité physique, d'ailleurs, on a des jeunes qui s'autorégulent par l'activité physique. Il est important, effectivement, de pouvoir la promouvoir. Et enfin, bien entendu, manger, l'alimentation. On voit le rôle du microbiote aujourd'hui qui interagit, notamment par l'axe digestif, intestin et cerveau, et qui intervient effectivement des éléments de régulation émotionnelle et du craving. Donc, en conclusion, vous avez compris que la régulation émotionnelle correspond à une place centrale dans le fonctionnement d'une personne, dans ses capacités adaptatives, et vous voyez, on est vraiment dans la balance émotion-cognition. Elle se met en place très tôt dans le parcours de vie, dans la construction du sujet, et on a vu que différents facteurs peuvent l'affecter. Mais une fois que c'est affecté, eh bien, il faut pouvoir l'évaluer, cette dysrégulation émotionnelle qui finalement n'est pas spécifique. Elle va avoir, voyez, des variantes différentes en fonction des individus, mais en tout cas, il faut savoir la rechercher systématiquement chez les patients parce que finalement, elle peut exister donc dans différentes situations. Et vous avez vu qu'avec les addictions, c'est le cas, qu'il existe une relation bidirectionnelle avec une aggravation mutuelle, et elle est associée aux critères centraux qui ont été évoqués hier avec Marco Iacombe. L'importance de l'évaluer, donc c'est une prise de conscience pour le patient aussi, puisque ça lui permet d'avoir un retour sur son propre fonctionnement, de comprendre son mode de fonctionnement pour pouvoir justement donc s'inscrire dans le changement, et bien entendu pour le soignant, pour lui proposer effectivement donc des stratégies personnalisées. L'intérêt effectivement de cette évaluation, c'est l'appréciation objective, c'est pas le doigt mouillé au vent, mais on a une caractérisation précise qui permet d'évaluer sa sévérité et son évolution dans le temps. Et surtout qu'on évalue plusieurs sous-domaines, et vous voyez qu'ils donnent différentes couleurs de dérégulation émotionnelle en fonction des individus. Surtout qu'on va pouvoir proposer là aussi des adaptations thérapeutiques en fonction de ce qui a été identifié, que ce soit par des approches pharmacologiques et non pharmacologiques. Mais vous l'avez compris, c'est une dimension clé de la pathologie duel pour une médecine personnalisée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maurice. Passionnant. Et donc, grâce à la ponctualité, au respect de leur temps des trois orateurs, nous avons maintenant une bonne vingtaine de minutes pour débattre, questionner. Je crois que Miguel Casas voulait intervenir tout de suite. Merci Jean-Pierre. I will change to English. Oui, je passe à l'anglais. Je souhaite soulever une question pour vous tous, aussi pour Jean-Pierre, pour l'audience également. Pourquoi en 2025, avec des centaines ou des milliers de papiers scientifiques, d'articles scientifiques qui nous montrent que le TDAH cause beaucoup de problèmes et qu'il peut être inversé avec le bon traitement, pourquoi y a-t-il tant de professionnels dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, de la pharmacologie et de la médecine générale qui refusent d'accepter le TDAH, qui disent que cela n'existe pas? Et cela induit des mauvais diagnostics pour ces pauvres patients. Ces pauvres patients parce que c'est vraiment des problèmes dramatiques. Alors, quel est votre avis là-dessus? Je peux dire un petit mot pour la France d'abord, peut-être. First, a few words about France situation.
En France, j'ai une expérience personnelle puisque je suis aussi pédopsychiatre et que j'ai dirigé à Bayonne le centre médico-psychopédagogique pendant de longues années. Et il y a une trentaine d'années, quand j'avais connu Manuel Bouvard, qui est maintenant professeur de pédopsychiatrie à Bordeaux, qui était un des spécialistes français de l'ADHD, je l'avais invité à venir parler au CMPP, parler de la reconnaissance du trouble d'hyperactivité et de son traitement. Et donc, quand j'ai proposé aux pédopsychiatres de la région de venir écouter Manuel Bouvard, plusieurs d'entre eux m'ont appelé en disant que si je faisais cela, c'est les mots exacts, c'était une déclaration de guerre. Alors, j'ai dit, pourquoi? On m'avait répondu, tu sais bien que l'hyperactivité n'existe pas, c'est une invention des Américains et de l'industrie pharmaceutique. La route a été longue. Maintenant, on a eu une difficulté résolue récemment en France, c'était de faire admettre le traitement des adultes. Parce que, après une lutte qui a permis de traiter en France, de faire accéder les enfants au traitement par méthylphénidate, c'était jusqu'il y a quelques semaines le seul traitement que nous avions. La délysamphétamine arrive maintenant, mais nous avions que le méthylphénidate. On pouvait les traiter à partir de 6 ans, sans limite de temps. Mais le traitement n'était pas autorisé chez l'adulte. Et avec un groupe autour de la Fédération française d'addictologie, on a fait un peu de lobbying et fait admettre quand même que les adultes pouvaient avoir droit aussi à cela. Mais je pense que, au vu de différentes études, moins de 15% des TDAH sont actuellement diagnostiqués et traités en France. Voilà pour la situation française. Un des éléments, j'en termine là, en France, ceux qui s'occupaient, les pédopsychiatres et les équipes de pédopsychiatrie, étaient très largement d'orientation psychodynamique, psychanalytique et psychothérapeutique, et dont avait une réticence très forte et un peu de méconnaissance aussi à l'égard de la pharmacothérapie dans le domaine des traitements des enfants. Voilà pour quelques éléments de la situation française. Maintenant, si je peux compléter, Jean-Pierre, pour la situation française, de la même façon qu'on a évoqué la dysrégulation émotionnelle qui est une prise de conscience récente, le TDAH aussi, on voit bien qu'il y avait un certain nombre de personnes qui s'intéressaient à la problématique, mais il y a une coordination nationale qui s'est structurée en France et c'est assez récent. On voit bien que l'intérêt va grandissant. Il y a un diplôme aujourd'hui qui effectivement permet donc aux professionnels de se former, mais ça c'est récent. Donc on voit bien que les formations initiales ne préparent pas suffisamment les professionnels finalement aux problématiques que l'on voit donc régulièrement. Et aujourd'hui, c'est vraiment c'est vraiment un acte, je dirais, volontaire de formation il y a eu effectivement une volonté à ce que cette problématique soit mieux identifiée, mieux reconnue et mieux traitée. Mais c'est une prise de conscience assez récente et on voit bien que il y a toute une histoire derrière où effectivement il y avait des réticences à un moment donné, une volonté effectivement de pas forcément reconnaître ces problématiques de la même façon que on parle du TDAH, mais les addictions, là aussi, c'est une discipline relativement récente dont l'enseignement est récent, où l'universitarisation en France est aussi récente. Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec vos commentaires. Oui, c'est bon. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vos commentaires. Et en fait, je me réjouis de voir toutes ces publications sur les adolescents, par exemple, et la littérature pédiatrique également, et qui observe maintenant l'influence de la méthylphénidate, aussi de s'intéresser au microbiome, à l'axe intestin-cerveau.
La dysrégulation émotionnelle, c'est peut-être un petit peu plus difficile, c'est vrai, mais maintenant, on voit également les effets des médicaments de maintien. On voit les effets. Donc voilà, je me réjouis de lire cette littérature. Il y a moins quelque chose qui se passe. Et il y a aussi des pays qui font beaucoup de choses. Le Canada, par exemple, il y a un grand réseau là-dessus avec des études. Le Royaume-Uni s'est également centré là-dessus. Mais ce qui me déçoit dans la situation réelle actuelle, c'est que voilà, il y a des pays qui ont des cliniques structurées pour l'usage de substances et d'autres cliniques pour le TDAH. Et c'est vraiment, tout fait partie du spectre psychiatrique. Et c'est pas la science infuse de diagnostiquer le TDAH. Et c'est vraiment, c'est un trouble qui peut tellement bien se traiter. Je veux dire, si on utilise des amphétamines de longue d'action prolongée pour le patient, pour la famille, ça marche tellement bien. Et ce qui me paraît également très intéressant, c'est que cette éducation translationnelle et la recherche avant l'addiction, je veux dire, c'est nous parlons des agonistes du glucagon pour le problème d'obésité, par exemple. Mais si on est capable de diagnostiquer le TDAH et le mettre en perspective clinique, on voit que ces patients sont capables de maintenir leur BMI s'ils sont traités pour le TDAH. Il y a des études qui le montrent, mais c'est vrai, il y a toujours des problèmes par rapport au financement. Si on se tourne vers les entreprises qui produisent ces agonistes du glucagon pour l'obésité et disent non, non, on ne veut pas entrer dans le domaine de la santé mentale et de l'obésité. Maintenant, on dirait qu'une nouvelle branche s'ouvre par rapport à la santé mentale. Et voilà, je pense qu'il y a aussi les médicaments pour l'alcool, etc. C'est-à-dire que si on continue à interagir et à voir les endocrinologues par rapport à ce problème, c'est tellement facile à cribler. Et je ne comprends pas la raison de de ce manque, en fait, parce qu'il y a cette stigmatisation des substances addictives. Mais en fait, O'Brien, quand ils ont publié leurs articles par rapport à ces troubles, c'est comme le diabète, c'est comme toute autre maladie, il y a un traitement de maintien. Je souhaiterais avoir une application plus active de l'industrie parce que je vois beaucoup d'activités pour le traitement par kétamine qui a un potentiel d'addiction, bien sûr, mais je crois également qu'il y a beaucoup de résistance à cause de ce passé, à cause de ces chiffres qui disaient qu'on n'était pas en conformité avec les normes. Moi, j'ai traité des patients pendant 10 ans, des personnes sous traitement de maintien pour les opioïdes avec des amphétamines. Ça marche très bien et il n'y a pas de risque vraiment de mésusage de ces médicaments. Et sur le plan clinique, je vois que certains patients ne vont pas rester 24 heures sous les médicaments d'action prolongée et ils ont besoin de médicaments additionnels. Donc voilà, je pense que c'est très, très important de présenter de bonnes études sur le terrain et des études de contrôle là-dessus. Dernier commentaire, c'est un problème parce que je voudrais transmettre un message au public en général. C'est difficile. Dans de nombreux pays, il y a un sous-diagnostic et des fois, il y a un sous-traitement aussi, ou alors le contraire. Alors, c'est un message vraiment très complexe pour les pédiatres, pour les psychiatres. Alors, où se positionner par rapport à ce débat? Parce qu'on ne veut pas surtraiter ou sous-traiter. Alors, la seule chose que l'on peut faire, c'est
s'en tenir à des réglementations très claires et le diagnostic ne peut pas être fait seulement avec le patient sous instigation d'un professeur. Nous avons besoin d'un processus décent de diagnostic qui implique les personnes clés dans l'environnement de l'enfant ou du patient. C'est-à-dire, on ne passe pas d'un jour à l'autre au traitement. Moi, je pense qu'il faut reconnaître cela. Et pour les enfants qui sont en phase de développement, il faut contrôler des tas de choses, les niveaux de pression sanguine, il faut contrôler également le développement sexuel, il faut vraiment prendre cela très au sérieux, il faut également impliquer les parents. Et il faut être très flexible en tant que docteur parce que il y a certains qui voudront maintenir le traitement pendant une longue période, d'autres souhaitent ne pas prendre le traitement le week-end. Mais ce qui est bien, c'est que si l'on prend les médicaments, ça marche. On n'a pas besoin d'attendre 7 semaines comme pour les antidépresseurs. C'est-à-dire que vous pouvez faire des accords avec ces patients et par exemple agir différemment le week-end. C'est-à-dire que c'est vraiment très gratifiant de travailler avec ces patients, avec ces jeunes, parce que les résultats sont tellement immédiats. Et la famille se transforme. C'est formidable ce qui se passe avec ces patients. Et non seulement il y a des effets postérieurs de développer un trouble lié à l'usage de substances, il y a aussi la réduction d'activités liées à la délinquance ou la réduction d'accidents. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'améliorations partout. Alors, que dire d'autre? Franchement, c'est le traitement le plus efficace que nous ayons en psychiatrie. Moi, je crois que c'est vraiment l'un des traitements les plus efficaces aussi que nous avons dans le domaine de la médecine. Alors, voilà, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Voilà, c'est mon message. Il faut faire des études randomisées, mais aussi les études naturalistiques nous disent qu'il faut utiliser ce traitement davantage. Maintenant, passer la parole à la salle. S'il y a des questions, alors on est un peu ébloui ici, mais une question ici. Merci beaucoup pour cette série de présentations formidables. J'ai une question pour Kim. Alors, sur votre étude et les découvertes que vous avez réalisées, ce que vous avez trouvé, beaucoup de personnes qui étaient abstinentes ont reçu des stimulants. On leur a prescrit des stimulants. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui se passera? Est-ce que c'est pas difficile de découvrir quel a été l'effet sur l'utilisation des substances puisqu'ils ont commencé en étant abstinents? Est-ce que on imagine que l'utilisation des substances s'améliorait puisqu'il y a un meilleur démarrage. Alors, comment est-ce que j'ai mal compris quelque chose? Oui, alors les chiffres que j'ai montrés étaient s'ils venaient pendant qu'on utilisait des substances ou dans les 4 premières semaines. On a défini quel type de traitement ils obtenaient. Donc ce que vous voyez, c'est que parfois des patients qui avaient des traitements pour l'addiction avaient déjà réduit leur, utilisation de substances avant de venir vers nous. Donc, voilà, c'est possible de le faire ainsi et donc on voit que parfois il y a des personnes lorsqu'ils sont en ambulatoire, il semble et nous avons vu cela également lors des recommandations qui se basaient sur une étude, une enquête parmi des praticiens. Il y a également le fait qu'ils ont peur que s'ils utilisent des stimulants, que commencer un traitement à base de stimulants, eh bien, empirerait les choses pour eux. Donc en réalité, c'est une question de savoir alors il n'est pas très clair sur ce qu'on doit faire, mais pour les études randomisées, on voit que lorsque les personnes prennent de la cocaïne et souffrent du TDAH, eh bien, avec le traitement, on pourra améliorer, les stimulants, l'utilisation légale de stimulants, hein, qui va aider directement. Donc, ce n'est pas remplacer
un stimulant aigu par un autre stimulant aigu, mais on remplace dans ce cas les choses. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on traite le TDAH avec un stimulant à activité longue et peut-être, alors on ne sait pas, mais on remplace aussi l les un stimulant actif avec un stimulant actif à longue durée. On fait les 2. Donc on traite le TDAH et on a des traitements de substitution également. Des réponses courtes pour qu'on puisse avoir le maximum d'échanges. Bonjour, Karima Kouba, je suis médecin à Toulouse, à Addiction France. En fait, j'avais deux petites questions. Merci pour toutes ces présentations très intéressantes. D'abord, sur le traitement du TDAH, donc vous avez clairement démontré, décrit le faible accès au traitement de méthylphénidate pour les patients qui ont des problèmes d'addiction. Or, aujourd'hui, en XAPA, les médecins qui ne sont pas psychiatres ou neurologues voilà, peuvent pas encore prescrire ce traitement. Qu'est-ce qui fait que on n'avance pas là-dessus pour pouvoir avoir plus accès? Parce que dans nos correspondances, c'est compliqué de pouvoir orienter. Même les psychiatres ne sont pas forcément sensibilisés, formés à ces questions-là. Donc voilà, c'est un vrai problème. Et deuxième question pour professeur de Mathéis. Donc j'ai été vraiment très intéressée par votre présentation, comme d'habitude très illustrée par les schémas qui nous fixent clairement les esprits. Sur les techniques émotionnelles, est-ce que vous avez la notion d'étude ou d'expérience qui utilise l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle qui voilà, aide les personnes à, je dirais, faire de la remédiation pour gérer leurs émotions et qui permettent aussi de travailler sur les psychotraumas, qui est assez, quand on est formé, assez simple à appliquer et qui peut servir aussi d'outil d'auto-soin pour les patients. Voilà. Alors, je ne suis pas, pleinement au courant des, traitements en France ou en Espagne. Je ne veux pas parler des Pays-Bas et d'autres pays européens, mais cela a pris beaucoup de temps avant que les stimulants soient disponibles pour les traitements d'adultes souffrant de TDAH. Dans la plupart des pays, c'était pour les enfants, c'était disponible depuis longtemps, depuis 20 ans et ensuite ça a pris beaucoup de temps avant d'être disponible pour les adultes. Et ensuite, beaucoup de temps pour que, les traitements à longue durée d'activité soient disponibles pour les adultes. Donc, je ne sais pas quelle est la situation en France. Je ne sais pas si c'est le même problème en France, mais moi, en Europe, je vois qu'il y a, heu, en fait, dans certains pays, il faut que ce soit, professionnel, un pédiatre, un psychiatre qui lance le traitement et ensuite le docteur, de la famille peut poursuivre. Alors en France, je crois que bon, c'est très décevant dans certains des pays voisins parce que même je vois que dans l'Union européenne, alors c'est compliqué. Au Royaume-Uni, ça fait longtemps. Bon, alors ce n'est pas, complètement fou de diagnostiquer cela et ce n'est pas compliqué. Il faut avoir un seuil bien plus bas. Si on a des opiacés qui sont prescrits, bien sûr, on peut toujours discuter de la qualité, de la quantité, mais il y a toute une gamme, hein. Bien entendu, il y a un consensus en tout cas qu'il faut on voit que les personnes diagnostiquées sont sous-traitées et donc, ce diagnostic n'est pas assez bien évalué. Donc, pour les personnes et les enfants qui souffrent de TDAH, il faut pouvoir avoir un meilleur accès parce que si ce problème est là, si les psychiatres ne peuvent pas prescrire, enfin si les médicaments ne sont pas disponibles facilement, eh bien c'est un problème politique, de politique. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que répondre à cela, les personnes qui sont en charge de la politique, il y a un lien avec les coûts pour ces troubles et ce que je fais si je suis invitée à des réunions sur la sexualité. Alors on parle de violence, il faut beaucoup de discipline. Il faut parler à l'OBHUM, par exemple. Bon, alors Tu dois un vrai paradoxe, hein, tout à fait. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, les psychiatres
qui sont censés savoir ne savent pas tous, et c'est pareil, y compris pour les neurologues, puisqu'on peut aussi prescrire. Et par contre, les addictologues qui sont confrontés à ces problématiques, qui sont fréquentes, puisque c'est au moins 25% de la file active, nous dans notre structure c'est un tiers, eh bien effectivement, si on n'est pas psychiatre ou neurologue, on ne peut pas prescrire le traitement. Or, les addictologues qui sont investis, qui se sont fermés, alors comme dans les structures d'addictologie, on va surtout avoir des adultes, c'est pour ça que j'ai pas parlé de pédiatre, mais tu as raison Jean-Pierre. Or, effectivement, donc les professionnels qui aujourd'hui sont confrontés finalement très fréquemment à ces problématiques, aujourd'hui, n'ont pas la possibilité réglementaire de pouvoir prescrire. Il y a des blocages à différents niveaux, il y a des démarches qui ont été faites par la coordination nationale. Encore récemment, et malheureusement, il y a des blocages à ce niveau. Et effectivement, si on veut avancer, il faudrait permettre effectivement la prescription de traitements par ceux qui voient les patients. Nous, on est parfois sollicités pas simplement parce que on a des personnes qui cherchent effectivement donc des professionnels pour avoir une évaluation et qui ne trouvent pas auprès effectivement des professionnels qui seraient censés effectivement pouvoir apporter une réponse. Donc il y a un vrai souci. Concernant là aussi les stratégies, c'est pareil. Le problème des psychothérapies, les TCC maintenant, ça s'est quand même bien démocratisé en France. La TCD, là on voit bien que tout le monde ne sait pas forcément faire, même si c'est une dérivée de la TCC, qui sont quand même les deux grandes psychothérapies aujourd'hui qui sont adaptées. Et les TCD, donc qui a été développé historiquement par Linehan, qui elle-même avait un trouble de la personnalité des borderline et qui l'a appliqué effectivement donc d'abord dans le trouble de la personnalité. Ensuite, on a pu voir finalement que ça marchait bien sur les dysrégulations émotionnelles de manière transdiagnostique. Donc, ce sont des techniques effectivement donc qui ont été validées, qui ont montré donc une efficacité. Et après, vous avez vu qu'il existe quand même d'autres approches que l'on peut proposer dans des structures, même si on n'a pas effectivement, je dirais, de formation spécifique sur des stratégies type TCD qu'on peut proposer aux patients et qui permettent finalement donc d'améliorer leur fonctionnement. Et puis, vous avez vu, à partir du moment où on améliore le fonctionnement dans sa globalité, notamment sur les besoins fondamentaux, on peut améliorer grandement le fonctionnement du patient sans partir sur des choses très sophistiquées. Ça qui est très important, c'est d'avoir en tête tout le monde peut faire des choses. Il n'y a pas forcément besoin donc de traitement, mais ça aide de pharmacologique. Mais par contre, effectivement, on peut restructurer. Déjà, quand on restructure le fonctionnement du patient, on y voit quand même beaucoup plus clair. Bon, nous sommes en train de déborder un peu, mais c'est pas grave puisque nous sommes les derniers. Jean-Michel, une question. Alors, courte si possible et réponse. Très courte, mais deux questions. J'en profite. Alors, merci au panel. Là, c'était vraiment formidable. Et puis, je vais m'orienter vers notre ami Maurice. Alors, moi, je suis psychiatre, mais avec une petite formation neuroscientifique. Donc, c'est intéressant les catégories transdiagnostiques là qui est évoquées sur la dysrégulation émotionnelle. Alors, effectivement, c'est récent. Mais en psychiatrie, ce qui est pas récent du tout, c'est l'hyperréactivité émotionnelle, c'est l'instabilité émotionnelle, qui sont des critères diagnostiques essentiels du trouble de la personnalité borderline que tu as évoqué au début là, et tout le cluster B, dont on connaît les fortes comorbidités avec les addictions. Et d'ailleurs, dans les traitements proposés, on retrouve les régulateurs de l'humeur, enfin ce qui est indiqué dans ce type de situation. Et en psychothérapie, comme tu viens de le dire, il y a les thérapies Masha Linehan, qui avait un superbe trouble de la personnalité borderline, et puis également la thérapie des schémas, qui est indiquée également dans le même ordre. Alors, deux questions. La question, c'est le lien entre trouble de la personnalité, traumatisme complexe, hyperréactivité émotionnelle, hyperactivité du système, du stress, etc., et antécédent traumatique est tel, pourquoi tu rajoutes pas dans ta diapo des thérapies centrées schéma, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, EMDR, ICV, etc., qui sont très utilisés dans notre champ par rapport à ce type de problème. Et deuxième question, il y avait Marc Potenza hier, c'est la première fois que je le vois, donc j'étais ravi parce qu'on le cite beaucoup, et notamment un de ses travaux qui montrait qu'il y avait des différences de genre sur la fréquence de ce type de questions. Tout à l'heure, tu parlais de patients et de patientes, et Potenza et d'autres études américaines montrent que le déclencheur de craving majeur, justement, plutôt chez les femmes, va être souvent une hyperactivité émotionnelle, des sensations d'agression subie, d'humiliation, de choses comme ça, et que peut-être il y a une attention plus importante. Donc, deux petites questions, désolé. Ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, nos patients, en fait, c'est des chimères. Où on retrouve plein de choses qui sont intriquées, et c'est à nous, après, avoir une vision graduelle aussi, donc qui
permet à un moment donné d'y voir aussi beaucoup plus clair en y allant progressivement, parce que aussi le patient, parfois, il a du mal, hein, on ne peut pas tout gérer d'un coup, mais parfois en y allant de manière simple, en priorisant effectivement un certain nombre de choses. On voit bien qu'il y a des psychotraumas qu'on ne va pas pouvoir travailler tout de suite parce qu'ils ne sont pas en état de le faire. Donc on sait qu'ils vont être impliqués dans la dérégulation, mais on va s'en occuper après avoir déjà un peu plus stabilisé le patient sur d'autres aspects qui permettent au patient d'être en état ensuite effectivement de travailler certains aspects un peu plus sensibles. Et oui, tu as raison, c'est aussi pour ça que je dirais au-delà du genre, puisque finalement il y a des hommes qui vont pouvoir avoir des choses qui peuvent ressembler à ce qu'on peut avoir chez des femmes et réciproquement. C'est pour ça que au-delà du genre, et c'est aussi pareil, au-delà du produit de l'addiction, c'est vraiment une caractérisation qui va permettre d'avoir une sorte de cartographie ou une carte d'identité psychopathologique du patient qui va permettre de caractériser et, comme tu l'as dit, de pouvoir éventuellement, si c'est disponible, rajouter des stratégies. Le problème, c'est la disponibilité. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les stratégies psychothérapeutiques, là aussi, c'est très hétérogène. On voit bien que maintenant, il y a une démocratisation de la TCC, mais les autres approches, c'est déjà plus compliqué. Les traumatismes complexes, comme tu l'évoquais, aujourd'hui, on a certains psychologues qui vont se former, tous ne sont pas formés. Aujourd'hui... Oh, sorry? Il veut un commentaire. Ah, bien sûr, sure. Yeah, can I make a comment? C'est une pensée intéressante de stabiliser les personnes avant de commencer ces traitements actifs avec le MDR, par exemple. Je pense que ça a été la proposition depuis de nombreuses années pour rester du côté sûr, mais je crois qu'on a des preuves maintenant et qu'on voit que ce n'est pas la voie empruntée. Parce que stabiliser, alors d'abord avoir un traitement phase 1 où on stabilise les patients et puis ensuite attendre. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent le traitement et des patients avec vraiment des troubles sérieux, des expériences traumatiques sérieuses, réussissent très bien avec le MDR. Donc, je pense qu'on devrait également prendre en compte la position que les patients avec ce type de symptômes-là, parce que si vous avez un patient qui souffre de ces symptômes, comme si ils ont une expérience traumatique. Une exposition, heu, précoce avec le MDR sera la bonne, voie à suivre. On voit beaucoup de symptômes, notamment, les symptômes borderline et on ne les perd pas au cours du chemin. Je crois que ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, c'est qu'on peut attendre, faire des psychothérapies, de comportements dialectiques, mais je sais que ces patients n'ont pas toujours la capacité de suivre ces activités et donc il faut un traitement précoce des psychotraumas chez nos patients. Très bien. Juste pour terminer, je voudrais poser une question à Wim van den Brink. Better to have a translation. Une question, je crois que se pose beaucoup des personnes présentes à ce congrès et qui est débattue en France. Tu disais que dans le cas d'une comorbidité, d'un trouble de l'usage de la cocaïne et d'un ADHD, on tardait trop à prescrire des psychostimulants pour traiter l'ADHD. Ce que nous avions même proposé des études pour tenter une utilisation du méthylphénidate chez les cocaïnomanes, chez les patients porteurs d'un cocaine use disorder, comme un traitement de substitution. Les travaux que nous avons pu, nombreux dont on a eu connaissance, ont montré que ça ne marchait pas comme traitement de substitution de la cocaïne, que l'on cherche tous. Et j'aimerais avoir ton idée là-dessus, parce que nous, ce que l'on sait, c'est que dans le cas d'une comorbidité, cocaine use disorder, ADHD, il est légitime de prescrire, quand nous disposons du méthylphénidate pour l'ADHD, mais on nous recommande d'attendre 2 mois d'abstinence des autres psychostimulants, cocaïne ou autres, avant de commencer la prescription de méthylphénidate. Qu'en penses-tu?
Alors, on a l'impression, ça pourrait paraître comme étant le traitement idéal, mais on n'a pas toujours la situation idéale. On doit gérer le patient et attendre 2 mois pour un traitement pour un patient qui est dépendant à la cocaïne. J'aurais 90% de chances, qu'il, soit parti, qu'il parte très loin déjà. Donc, il y a 2 choses. On peut traiter avec le méthylphénidate, mais, si on n'a pas de substitution de, l'activité aiguë des stimulants, illicites, eh bien, il faut utiliser quelque chose à long usage, donc le méthylphénidate. Donc, des opiacés à longue durée d'activité. Donc si on utilise ces stimulants à longue durée, même le méthamphénidol ou les amphétamines, vous devez vouloir, si les personnes ne répondent pas bien, augmenter les doses. Il faut pouvoir accepter d'augmenter les doses jusqu'à 180 milligrammes ou même au-delà avec le méthylphénidate et 80-90 milligrammes de dexamphétamine et peut-être même plus. Pas chez tous les patients, mais ceux qui ne répondent pas bien. Donc parce que, on a fait une étude en regardant, ce qui, en joignant la dopamine et le méthylphénidate avec les patients souffrant de ADHD d'un côté et ADHD ou TDAH pardon et addiction à la cocaïne aussi. Dans les 2 groupes, on avait la même concentration en plasma noir. Mais si on regarde, avec un scan, la dopamine, on a un taux d'occupation, bien moins important dans les patients avec comorbides. Donc il faut avoir des plus hautes doses, pas chez tous les patients, mais beaucoup. On a besoin des doses augmentées pour les stimulants à longue portée et c'est comme ça que je pense qu'il faut que je procède. Moi, 2 mois, c'est trop, je n'ai pas la patience. C'est une éternité pour, un patient dépendant à la cocaïne. Pour ajouter quelque chose, cette étude a montré que l'amphétamine est supérieure, en fait, au qu'à l'autre médicament pour le TDAH. Donc l'amphétamine longue durée sera plus efficace que le méthylphénidate. Ça, ce sont des études. On a besoin d'une longue durée et on aurait peut-être besoin, d'avoir, plus que les doses standards. Alors, on ne commence pas simplement avec, une prescription répétée, hein. Il faut bien rencontrer, le patient à chaque fois avant de lui prescrire quelque chose afin qu'il n'y ait pas d'abus. Les risques sont si grands, tout le monde parle de cela et donc il faut, être sûr, avoir toute sécurité et s'éloigner de ces mésutilisations. Peut-être si vous êtes Alors, une dernière question, mais très courte, et la réponse sera très courte, on va couper parce que Merci beaucoup. Il est écart de finir à 10, à l'heure. Merci pour la réponse à propos des comorbidités et de comment on allait pouvoir gérer justement la partie psychotrauma, TDAH et tout ce qui peut avoir attrait à la dysrégulation émotionnelle. Ma question est un peu un pont entre le traitement et notamment par lisdexamphétamine sur des polypathologie de ce type-là, est-ce qu'il y a un impact positif sur justement la dysrégulation émotionnelle? Est-ce qu'il y a un impact positif à long terme pour améliorer justement cette dysrégulation? Et la deuxième petite question, c'est est-ce qu'il y a des effets secondaires notables qui sont à long terme embêtants? Voilà, merci. Très bien. Réponse courte, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études sur cela. Il n'y a pas d'études. Start doing it and write. Donc voilà, commencez à étudier cela et faites de bons rapports. Bonne question, mais pas de réponse documentée. Il n'y a pas d'études pour l'instant. Voilà, merci beaucoup à nos orateurs. C'était, je crois, assez passionnant. Et à l'audience qui est restée longtemps et nombreuse.